Alors, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Motion Life Teach. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur ce que je te prépare dans les prochaines semaines, tu vois, ça va être assez cool. Et on va aussi surtout parler de l'éléphant dans la pièce depuis quelques mois. J'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais là on va détailler le sujet à fond. L'intelligence artificielle, à quel point elle va impacter le monde de l'art 3D et de l'audiovisuel en général, comment toi tu peux t'y préparer et surtout, on va démonter un petit peu tous les trucs what the fuck qu'on voit ici et là. Ça va être une vidéo assez longue, assez dense, prépare-toi mais ça va être très cool. Jingle. Donc déjà, petit résumé, qu'est-ce qu'on prépare sur la scène? Et bah, on a fait un nouveau film à Motion Life pour les collages 3 et 2, pour la rentrée qui arrive bientôt. Et c'est un film où il y a eu beaucoup d'éléments très intéressants, notamment des personnages, de l'animation, de la discussion entre personnages. Bref, donc beaucoup de secteurs, on va dire, intégrés dans ce film, beaucoup de points techniques, et du coup il va y avoir une série de vidéos qui va arriver là-dessus, qui va être très intéressant, une série de tutos sur comment on a fait les persos, comment on les a animés, comment on a utilisé l'acting et les références pour pouvoir faire tout ça, comment on a fait les shaders, etc. Bref, ça va être très cool. Ça arrive d'ici quelques jours, semaines, plutôt semaines. Ok, ceci étant dit, c'est parti, on attaque. L'éléphant dans la pièce. Comment tu vas pouvoir, toi, en tant qu'artiste 3D, futur artiste 3D, on va dire t'intégrer dans l'industrie avec cette espèce de monstre qui arrive, l'IA, qui a envie de tout engranger, tout détruire, tout avaler pour lui. Alors, j'ai fait exprès de prendre cette métaphore du monstre parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui voient l'IA comme ça et pour le coup, moi, j'en fais pas partie. Je vais expliquer pourquoi et je vais aussi essayer de vraiment mettre du détail et des faits sur les choses, histoire de vraiment comprendre de quoi on parle et d'arriver à la conclusion qu'à la fin, tu vas voir qu'en fait, que l'IA va pas avoir un impact si énorme que ça sur ton futur boulot, ou en tout cas pas tout de suite. On va essayer de comprendre pourquoi, et tu vas voir qu'en fait, c'est plutôt de bonne nouvelle, l'IA, je pense. On va en parler. Donc c'est parti. On va déjà du coup remettre en place les faits, d'accord? Les faits, donc l'IA, donc aussi appelé réseau de neurones artificiels, c'est un système qui permet de réaliser aujourd'hui des images. On commence à avoir des vidéos, du son, du texte, depuis une base d'entraînement sur le même type de média, d'accord? Donc c'est une IA qui t'entraîne sur énormément de texte, elle va réussir à générer du texte. Si elle s'entraîne sur énormément d'images, elle va réussir à générer de l'image, etc. Donc ça c'est le principe fondamentale de l'IA. Dans la technicité, comment ça fonctionne, c'est relativement simple. Enfin, on va mettre en extérieur, c'est relativement simple. En interne, c'est très compliqué. Il y a énormément de maths, c'est très compliqué. Mais en fait, c'est un outil statistique extrêmement performant. En gros, c'est ça. Donc, c'est un outil statistique qui analyse des données et qui arrive à prédire ce qui va se passer derrière. En fait, c'est juste ça. L'intelligence artificielle, c'est un outil de prédiction statistique. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, par exemple, tu prends une intelligence artificielle qui va analyser des milliers et des milliers de textes, et ben elle va réussir du coup à voir dans ces textes certains patterns complexes en fonction des mots utilisés à certains endroits par rapport au sujet, etc. Et ayant compris ces patterns, alors compris, c'est un très grand mot, hein, compris, ayant fait l'association de ces patterns statistiquement, si tu préfères, elle va pouvoir les réutiliser quand tu as posé une question qui ressemblait à un pattern qu'elle a vu dans un texte, tu vois. C'est très schématique, il doit y avoir pas mal de petits trucs un peu faux dans ce que je viens de dire là, mais ça permet vraiment d'illustrer comment ça fonctionne. Donc le premier truc qu'on se rend compte, c'est que du coup, c'est comme ça que l'IA elle peut produire des choses qui n'existent pas aujourd'hui. C'est en fait, elle fait une prédiction sur de la donnée statistique qu'elle a. D'accord? C'est comme si j'analyse un graphe boursier, tu vois, et je vais prédire, depuis mon analyse, est-ce que la courbe va monter ou descendre. En gros, c'est exactement ça que fait une IA. Donc comme ChatGPT, quand tu lui poses une question, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prédit le prochain mot à chaque fois pour t'écrire une phrase. Midjourney, c'est exactement la même chose. Alors Midjourney, c'est un peu plus compliqué parce que ça utilise deux intelligences artificielles, une pour comprendre ce que tu lui racontes quand tu as écrit le texte, et une deuxième pour générer l'image. Mais dans tous les cas, c'est important de bien comprendre ça. Si tu veux vraiment avoir le détail là-dessus, notamment sur Midjourney, je mets une vidéo ici de Science étonnante qui est très intéressante et qui explique en détail comment Midjourney fonctionne. Donc ça, c'est important. Donc le premier truc qu'on comprend sur ce process-là, et je pense que c'est vraiment un des trucs les plus importants, c'est que déjà l'intelligence artificielle, cette technologie que je vais appeler du coup IA, mais en fait, quand je dis IA, je ne parle pas intelligence artificielle en général, je parle de la technologie de deep learning qu'on vient d'expliquer juste avant. Cette technologie-là, déjà, elle ne copie pas. Ça, c'est le premier truc à bien comprendre, c'est elle ne copie pas le travail des artistes ou d'autres éléments.
Ce qu'elle fait, c'est qu'elle reconnaît des patterns dans ce qu'elle voit. Et ça, c'est important de bien faire la distinction parce que du coup, j'ai déjà fait un petit peu cette on va dire, défense-là à ce niveau-là. Beaucoup de gens disent ouais, l'IA, ça vole les artistes, etc. Fondamentalement parlant, non, ça ne vole pas. Fondamentalement parlant, ça utilise le boulot des artistes comme référence, comme ce que fait n'importe quel artiste. Donc c'est dangereux. Alors après, il pourrait y avoir un débat moral sur est-ce que le fait que ce soit un logiciel qui le fasse et pas un être humain, c'est chelou? Peut-être, je sais pas. Mais bon, tu vois, du scrapping web, c'est un peu le même principe. On va choper de l'information sur Internet pour avoir d'autres infos et faire des redondances de données, etc. C'est des trucs qu'on fait avec des robots depuis déjà une quinzaine d'années. Ça n'a choqué personne. Donc, bon, je sais pas trop s'il y a un débat à avoir ou pas. Dans tous les cas, c'est pas la question. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que c'est pas une copie. C'est pas comme si l'IA, elle prenait un morceau d'image, qu'elle copiait, qu'elle faisait un collage intelligent. Tu vois, c'est pas du tout ça qui se passe. Premier point à bien capter. Donc, maintenant qu'on a ça, du coup, on se retrouve avec un espèce de monstre qui peut faire un petit peu peur, dans le sens qu'on a un truc qui peut générer n'importe quel type d'image ou de texte. Alors je vais parler d'abord des images puis du texte après, parce que tu vois que le texte va aussi avoir un impact énorme sur notre, enfin potentiellement énorme sur notre métier plus tard. Parce que bah, du coup, évidemment, elle fait un peu notre boulot. Nous, notre boulot en tant qu'artiste 3D audiovisuel, c'est de créer l'image. On le fait via plusieurs heures de travail sur un seul projet qui a demandé des années de formation pour comprendre les outils, les fonctionnements de la lumière, etc. Et l'IA, tu lui tapes un texte et elle te fait un truc, si ce n'est mieux que ta dernière image, en 30 secondes à 1 minute. Donc c'est vrai que là, vu comme ça, tu te dis, oh putain, c'est violent, ça fait flipper. Est-ce que cette technologie n'a pas juste, en fait, simplement détruit mon métier? Et là, il faut vraiment remettre les choses au clair. Alors, le premier point que je vais tout de suite réfuter, qui est le plus simple, mais qui est important, c'est que beaucoup de gens vont dire oui, mais non, l'IA, c'est pas fait par un humain, donc ça n'a pas de valeur, ça n'a rien à faire là, c'est même quasiment, si je puis dire, immoral ou ce genre de truc. Ça n'a absolument aucun sens, puisque la plupart des œuvres d'art qui sont réalisées aujourd'hui, la plupart des œuvres audiovisuelles, je vais plutôt dire, qui sont réalisées aujourd'hui, ne sont jamais considérées dans l'industrie ou sur le marché du divertissement, ou n'importe quel autre marché d'ailleurs, comme une œuvre. Jamais, 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 jamais. Les œuvres qui sont considérées comme des œuvres, qui sont valorisées plutôt comme des œuvres, elles sont extrêmement rares. On a vu un petit peu avec la sphère des NFT, mais encore, on était entre valorisation d'œuvres et spéculation, mais bon, au final, c'est assez proche. Mais la plupart du temps, si j'enlève ce petit morceau de NFT, quand tu crées une œuvre audiovisuelle, c'est très, 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 très rarement sur le marché parce qu'elle a de la valeur intrinsèquement parlant, parce que c'est une œuvre et que c'est toi qui l'as faite. Et ce qu'elle veut dire ou peu importe. Non. La plupart du temps, cette œuvre, elle vient au service d'une structure, d'un institut qui est plus grande, d'une institution qui est plus grande. Notamment, tu vas faire une bannière, au hasard, hein, pour un site web. Mais du coup, tu sers le site web. Le fait que tu aies fait la bannière, tout le monde s'en branle. Tu vois, c'est pas le fait que toi, tu aies fait la bannière d'une telle manière qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est que la bannière serve le propos qu'on t'a expliqué sur le site web. Tu fais un film, une vidéo, une publicité, n'importe quoi, même chose. Toutes les images que tu vas créer vont être au service d'un propos, d'un objectif qui n'a au final rien à voir avec souvent l'œuvre que tu fais. Tu crées une publicité pour une chaussure, au final tout le propos de ta publicité, la manière dont tu vas cadrer, etc., ça va pour transmettre l'idée que la chaussure elle est bien, il faut l'acheter, tu vois. Mais du coup, ton œuvre, l'œuvre que tu viens de faire de la pub de chaussures, si tu enlèves la chaussure, elle n'a plus aucune valeur. Elle a de la valeur seulement parce qu'en fait, elle est associée à la chaussure. Et parce que la boîte qui fait la chaussure t'a demandé de faire le film. Et ça marche pour absolument tout. Une boîte d'effets spéciaux qui fait des effets pour un film, qui va créer toutes les images d'un film, elle a de la valeur seulement si le film et le scénario existent. D'accord? Et que ce scénario intéresse les gens et est-ce qu'il divertit la population? En tout cas, les gens qui vont aller le voir. Même chose, du coup, c'est pas parce que tu fais une belle image en tant que telle qu'elle a de la valeur. C'est parce que tu fais une belle image qui sert à une histoire qui intéresse les gens. Et cette histoire intéressant les gens, elle divertit et du coup, il y a moyen de faire ça amène du profit. Ça, c'est vraiment important de bien le comprendre, c'est que du coup, la plupart des œuvres que tu vas créer en tant qu'artiste ou que tu as déjà créées n'ont jamais été valorisées comme telles, c'est-à-dire comme une œuvre d'art. Elles ont été valorisées comme un moyen de promouvoir autre chose, souvent un produit ou un service. Et donc ça, c'est la première chose, c'est que du coup, on voit bien que la partie humaine, la partie valorisation du côté humain, en fait, d'un premier temps, elle a déjà jamais existé.
Il suffit de voir le nombre de sites qui, par exemple, vont choper une bannière sur un autre site, tu vois, pour faire leur site, ou qui vont aller prendre une photo qui n'est même pas libre de droit pour faire leur photo d'image. En fait, c'est des choses qui existent déjà, ça, d'accord? Le fait d'aller choper du travail d'autrui sans lui demander la permission, de faire un copier-coller d'image sur Internet, c'est des choses qui existent depuis le début d'Internet, d'accord? C'est des choses qu'on sait faire et qui sont faites à outrance. Il n'y a qu'à regarder les miniatures YouTube, il y a d'absolument tous les youtubeurs. Mais commence pas à me dire que tous les youtubeurs ont tous les droits sur leur miniature, tu vois, c'est vraiment what the fuck. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, je parle quand même pas des sites ou peu importe. Ce que je veux dire, c'est que du coup, l'utilisation d'autres contenus créés par d'autres artistes sans leurs autorisations, c'est déjà la fête. En plus de ça, deuxièmement, c'est que souvent, quand on fait ça, ça prouve que on n'apporte la plupart du temps aucune valeur de savoir qui a créé l'œuvre. Parce qu'en fait, l'œuvre n'est pas valorisée en tant que telle, en tant qu'œuvre, mais elle est valorisée en tant que service pour valoriser autre chose. Notamment souvent un autre service ou un autre produit. Donc ça, c'est important de bien comprendre, parce que du coup, ça remet pas mal les choses en question, parce que déjà, premièrement, du coup, la question de, oui, moi, je veux, enfin, moi, ce qui a du sens pour moi, c'est que ce soit créé par des humains et tout, elle n'a absolument aucun sens en termes de critique. Alors, ça veut pas dire que c'est pas, ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Ça reste intéressant dans le sens où j'avais déjà fait la prédiction dans une ancienne vidéo, et je suis toujours d'accord avec ça. Je pense qu'il va y avoir des business qui vont surfer sur cette vague-là et qui vont dire nous on fait de l'art, on crée des produits qui sont certifiés sans IA. Et je pense que ça va avoir de la valeur parce que le fait que ce soit certifié sans IA, comme il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu de ça va avoir beaucoup de valeur dans leur valeur morale, dans la manière dont ils vont proposer leurs produits. C'est pas ça le problème. Ça, au contraire, ça donne très bien. Je pense que c'est même une bonne idée de business pour le coup. Mais ce qui est problématique, c'est plutôt de critiquer l'IA par rapport à ça. De dire l'IA c'est pas bien parce que c'est pas un humain qui le fait. C'est ça le truc. Ça n'a aucun sens. Parce que fondamentalement parlant, en fait, le fait que ce soit un humain qui le fait, déjà, depuis les 50 dernières années, on s'en branle. La preuve, ta voiture, tu la prends, elle a certainement été entièrement créée par des robots. Elle a été designée par un humain, ça, il y a encore des chances, et encore, peut-être pas les dernières. Mais par contre, elle a tout été créée par un robot. Est-ce que tu en as quelque chose à foutre? Non. Donc c'est la première chose vraiment importante à comprendre, c'est que le fait que l'œuvre ne soit créée par une IA et non pas par un humain, ce n'est pas une critique. Ça peut être en gros une différence de valeur. En mode, tu peux dire, ok, moi je suis pas d'accord avec ça. Et très bien, s'il y a beaucoup de gens qui sont aussi comme toi, pas d'accord avec toi, du coup, tu peux dire c'est mal, ça me convient pas, c'est pas la société dans laquelle je veux vivre. Du coup, s'il y a beaucoup de gens qui sont comme toi, ils vont dire, bon, allez, je suis pas d'accord avec toi, viens, on crée des choses qui sont spécifiquement sans IA, vous allez tous vous comprendre, et c'est super cool. Et je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de logique. Je suis pas du tout moi d'accord avec le fait que c'est une vision qui est inintéressante, bien au contraire. Mais par contre, du coup, voilà, ça c'est pas un problème, et de toute façon tout le monde a le droit d'avoir ses opinions, c'est pas le problème. Par contre, le fait de venir donner l'argument de ah, c'est pas un humain qui le fait, du coup, stop, on arrête tout, il faut tout couper, c'est la catastrophe. Là, du coup, c'est un problème parce que quand tu fais ça, en fait, tu pars du principe que du coup, toutes les œuvres avant qui étaient créées par des humains, le fait qu'elles aient été créées par des humains, c'était hyper valorisé, alors que ça n'a jamais été le cas. Donc au final, fondamentalement parlant, dans l'industrie de la création d'images et vidéos, rien n'a changé pour l'instant. Le seul truc qui a changé, c'est qu'on peut créer des images plus vite, moins cher qu'avec des humains qu'avant. C'est juste ça, mais au final, rien n'a changé. Donc maintenant, voilà, c'était la première chose facile à réfuter, assez finalement, quand on se pose 30 secondes la question, on se rend bien compte qu'elle n'a pas beaucoup de fond, cette critique. Maintenant, on va parler sur les trucs qui vont potentiellement plutôt avoir un impact et vraiment comprendre comment nous, on peut réagir en tant qu'artiste et en fait, en tant qu'acteur du marché de l'audiovisuel. C'est-à-dire quoi, acteur du marché de l'audiovisuel? Ça veut dire, tu es un artiste, tu arrives sur l'industrie, tu proposes tes services en tant que créateur d'images ou de vidéos ou de secteurs spécifiques dans la 3D, peu importe. Hein. Et évidemment, on va t'embaucher ou non en fonction de ce que tu sais faire et de ce que la boîte a besoin. Et la question, c'est est-ce que le besoin des sociétés qui peuvent t'embaucher va être comblé 100% par les IA? Et du coup, toi, est-ce que tu vas te retrouver sur le carreau? Elle est là la vraie question. Et ça, évidemment, c'est une question qui est légitime, mais il faut vraiment se poser la question, c'est clair. Et là, moi, ma réponse pour ça, c'est pour l'instant, non. On n'y est pas du tout. Et quand je dis non, c'est pour moi encore, au moins dans les 5 prochaines années, tout ira bien. Alors, je vais expliquer évidemment pourquoi, et on va essayer vraiment de se poser tranquillement. Le premier truc que je vois, en fait, c'est la manière dont a évolué l'art créé par IA dans les 6 derniers mois. Alors, évidemment, 6 derniers mois, c'est pas long, mais alors, pour l'IA, en vrai, il y a eu des révolutions de ouf. En vrai, durant les 6 derniers mois, les images créées par IA, on va prendre la base de Midjourney, parce que c'est l'outil que je connais le mieux, mais bon, c'est assez copiable à DALL-E et Stable Diffusion et les autres. Hein. Les outils n'ont fait que s'améliorer en qualité. C'est-à-dire qu'ils font des images de
de manière beaucoup, beaucoup plus juste. Quand tu demandes un humain, tu as un visage humain, c'est joli, c'est bien éclairé, les proportions sont bonnes, enfin bref, c'est des super belles images. Alors que le problème fondamental de l'IA, ça n'a jamais été ça. Les artistes, quand ils ont vu l'IA arriver, ils n'ont jamais dit « Ouais, c'est pas bien parce que ça n'est des images d'assez bonne qualité ». C'est pas ça le problème fondamental de l'IA, du fonctionnement de l'IA. Le problème fondamental de l'IA, depuis le début, c'est sa flexibilité. C'est-à-dire que c'est très, très difficile d'avoir exactement ce que tu veux. Et ça, il n'y a eu absolument aucune amélioration qui a été apportée par rapport à ça, ou des améliorations vraiment extrêmement mineures, sur la gestion en fait de l'IA, sur si je puis dire, le contrôle en fait, le contrôle de ce que tu vas créer comme image. Et le problème aujourd'hui, pour les artistes, si tu veux utiliser cette IA comme une création d'image pour les artistes, il est là. Le problème, il est là. Tant que ça ne sera pas résolu, l'IA n'aura aucune chance de remplacer les artistes créateurs d'images ou créateurs de vidéos, parce qu'en fait, elle n'est pas assez précise. Même là, elle ne pourra même pas remplacer les concept artistes, par exemple. Parce que les concept artistes, eux, on leur dit « Ouais, est-ce que tu peux mettre le truc un peu plus à droite, un peu plus à gauche, hop, changer le l'angle de caméra, passer du coup du plan américain au plan taille, par exemple ?» Ben oui, ils font « Ok, ça marche, pas de problème. » Une IA, elle peut pas faire ça. Une IA, tu peux faire le test sur Midjourney, essaie de faire une image, et dire « Est-ce que tu peux me faire la même image, mais du coup plus serrée, genre cadrage visage ?» C'est pas ça le vrai mot, mais on s'en fout. Et ben tu verras que ça marche pas. Et ça, évidemment, c'est plus qu'un immense problème en fait. C'est juste exactement ce qui est intéressant quand tu crées l'image en fait. C'est la manière dont tu vas mettre en scène les choses. Et tu ne peux pas diriger l'IA pour ça. Donc déjà, la première chose, c'est que en fait, l'IA, le problème qu'elle résout, c'est la création d'image, c'est pas la mise en scène. Mais toi, en tant qu'artiste, le problème que tu résous, c'est pas la création d'image, c'est la mise en scène. Donc en fait, vous ne résolvez pas le même problème. Donc il n'y a pour l'instant, tant que l'IA n'aura pas réglé ce problème-là, il n'y a pour l'instant aucune chance que des business n'aient plus besoin de vous, puisque vous ne résolvez pas le même problème. Et en fait, on se rend compte que quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour de l'IA et comment elle évolue, en fait, on se rend bien compte que le marché qu'attaque l'IA, ce n'est pas le marché des artistes. Le marché qu'attaque l'IA, c'est le marché du stock footage. Alors, le stock footage, c'est quoi, si tu ne connais pas? C'est simplement, en fait, un marché où tu vas avoir des tonnes et des tonnes de vidéos sur plein de sujets différents, et toi, en tant que créateur, tu vas acheter une ou plusieurs vidéos, mais bon, il y en a même des gratuits, hein, et tu vas pouvoir les utiliser pour des plans de coupe dans ton montage, pour plein de trucs. Alors, c'est des choses qu'on voit très souvent dans les séries comme Les Experts et tout, tu vois, dès qu'il y a un plan d'ouverture, hop, tu as un plan sur Manhattan, tu vois, par exemple, et ben ce plan-là, c'est pas un plan qu'ils ont été filmés, c'est un plan qu'ils ont acheté en stock footage que quelqu'un d'autre a filmé pour tous les gens qui veulent un jour avoir le plan de Manhattan, tu vois. Et il y en a plein, et en fait, ce business du stock footage, il existe depuis, je dirais, allez, une dizaine d'années. Il a vraiment explosé il y a 3-4 ans. Et en fait, c'est ce business-là que l'IA, en fait, est en train d'attaquer. Et qui, pour moi, je pense, va éclater, d'ailleurs. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que Adobe, quand ils ont vu les IA arriver, ils ont très vite créé une IA générative. Bah, tout simplement parce que Adobe aussi détient le plus gros stock de stock footage au monde, enfin, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est le plus gros stock au monde, mais en tout cas, un très gros acteur, qui est Shutterstock. Et c'est là, en fait, qu'on a la différence. C'est qu'en fait, l'IA, telle qu'elle a été pensée aujourd'hui, et la direction qu'elle prend quand je vois les choses, c'est que ça va être un outil qui va te servir à créer du stock footage. Donc en gros, ça va mettre à la porte, si je puis dire, les artistes qui sont spécialisés dans la création de stock footage. Mais spoiler, on n'a pas tellement. Parce que c'est le marché qu'elle vise. C'est le marché qu'elle vise. Ça se voit, ça se sent dans ses créations. Ça crée des images qui sont peu flexibles, mais tout le temps super belles. Et les vidéos, pareil. Les vidéos, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu comment ça marche. C'est encore beaucoup moins flexible qu'une image en termes de contrôle. Bon, on n'y est pas encore, hein, d'ailleurs. En plus, mais même quand on y sera, ça ne changera rien. Ça te crée des vidéos type stock footage. Et c'est ça qui est intéressant, parce que par contre, le stock footage aujourd'hui, moi, c'est un truc que j'utilise très souvent pour mon travail de tous les jours. C'est aujourd'hui une horreur d'avoir une vidéo sur le sujet que tu veux, cadrer à peu près comme tu as envie. T'as jamais ce que tu veux, quoi. C'est vraiment une galère, tu passes 3-4 heures à chercher. Le fait que tu puisses générer ces stock footage, ça va être un gain de temps qui va être énorme. Et en plus de ça, on voit bien en fait que ça ne règle pas du tout, ça ne cherche même pas en fait à aller chercher le problème que résout les artistes, puisqu'en fait c'est deux soucis différents. Donc retiens bien ça, pour l'instant, à l'heure où je parle, les IA comme Midjourney, Stable Diffusion, je vais mettre une petite parenthèse parce que j'ai vu des choses passer assez intéressantes, on va en reparler juste après, mais toutes les autres sont des IA qui sont en train d'attaquer le marché du stock footage et non pas le marché de la création d'images précises par un être humain. Donc non pas, si tu préfères, le marché de la mise en scène.
Et ça, je pense que c'est vraiment important de le comprendre parce que on est encore très, très, très loin d'avoir des outils en IA qui peuvent, par exemple, te permettre de te dire ouais, bah allez, j'ai envie d'essayer de faire une BD qu'avec de l'IA. Et bah, c'est pas possible. C'est pas possible en fait. Tes personnages seront pas cohérents, ils feront pas les bonnes actions. Si tu veux cadrer un plan plus grand, tu pourras pas. Enfin, c'est très compliqué. Et je parle d'expérience parce que j'ai essayé de le faire. J'ai essayé de créer des personnages qui étaient consistants sur différents plans dans une journée. J'ai passé 2 putains de jours à faire ça toute la journée. C'est impossible. Alors, tu peux t'en rapprocher, il y a des petites astuces et tout, mais c'est ingérable. Et le fait de faire le personnage en 3D et de pouvoir le réutiliser, c'est juste en fait aujourd'hui infiniment plus rapide. Mais il n'y a pas photo. Donc, ce n'est pas une solution viable aujourd'hui pour les sociétés Midjourney. Midjourney, ce n'est pas, enfin Midjourney ou n'importe quelle IA. Les IA génératives, pardon, en termes d'image, ce n'est pas une solution viable pour les sociétés qui font de la création d'images et audiovisuelles, donc de la création de films, de jeux vidéo, de publicité, etc. Ce n'est pas une solution viable. J'ai aussi vu passer par exemple la pub de Martini, je crois, qui avait été fait seulement avec Midjourney. Très intéressant. Très intéressant aussi sur la manière dont ils ont pu utiliser l'outil pour faire ce qu'ils avaient envie. Mais la vérité, c'est qu'en fait, bah, c'est très bien pour une pub, mais ils pourront jamais faire ça pour toutes les pubs, parce qu'à un moment, dans tous les cas, en fait, ils vont être bloqués. Pourquoi ils vont être bloqués? Parce qu'en fait, ils pourront pas faire exactement ce qu'ils veulent. Donc, faire une pub quand t'as pas trop d'idées, en mode ouais, on y va, tac tac, bon bah oui, pourquoi pas. Mais la valeur d'une publicité, ça a jamais été l'image. Ça a toujours été l'idée. Et Midjourney ne te donne pas cette idée en fait. Donc ça, c'est bien important à comprendre. Encore une fois, hein, la valeur n'est jamais dans la création de l'image. La valeur est dans le propos qu'elle sert. Donc le produit qu'elle sert à vendre, le service qu'elle sert à promouvoir. Ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête. Et c'est pour ça que pour moi, je pense que du coup, il n'y a aucune raison pour laquelle les IA vont pouvoir attaquer les artistes qui font en général de la mise en scène. Donc artistes 3D, même artistes photographes, cinéastes, etc. Quoique photographe, peut-être parce que l'IA pour le coup en image fixe est très 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 forte, mais même t'as pas le contrôle que tu veux. Donc bon. Je trouve pas ça très risqué pour l'instant, simplement parce qu'en fait, de 1, aujourd'hui c'est pas du tout assez flexible pour pouvoir faire ça, mais de 2, ça va pas du tout être l'air d'être la direction dans laquelle ces IA vont. Elles ont plutôt l'air d'aller sur le marché du stock footage. Alors, j'avais dit qu'on parlait de Stable Diffusion. Stable Diffusion est un peu plus intéressant parce que déjà, c'est le seul de tous ces outils qui est open source. Donc il y a plein de trucs qui arrivent de la communauté qui sont très intéressants. Un qui est très intéressant, c'est un outil qui permet de mettre en pause des personnages générés par Stable Diffusion depuis un petit soft 3D très simple où tu as des bones et tu mets. Ça c'est cool parce que là on commence à avoir un système on contrôle avec du cadrage, etc. Donc ça, à voir ce que ça donne. J'ai pu voir, pour l'instant on est très loin d'avoir des trucs sérieux, mais à voir ce que ça donne, voir un petit peu comment ça va faire évoluer les choses. Parce que ça, du coup, ça pourrait être une porte, du coup, vers un outil beaucoup plus gérable, beaucoup plus facile, enfin beaucoup plus flexible, et du coup qui pourrait être utilisé pour gérer de l'image qu'on pourrait considérer comme finale, et non pas de la référence. Parce que par contre, pour faire de la référence avec Midjourney, c'est super bien. Comme Shutterstock finalement. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, enfin, je pense à vraiment intégrer, c'est que le risque que ces IA te prennent ton travail me paraît, à ce jour, limité. En tout cas, très prochainement, c'est-à-dire dans les 2-3 prochaines années. Première chose. Deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ces IA, dans tous les cas, elles sont là pour rester. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas disparaître. Donc tous les gens qui font « Ah, anti-IA, machin... » c'est une tristesse. Les IA sont là pour rester, elles ne vont pas changer parce que c'est ce qui se passe à chaque fois. Hein, dès que tu as un progrès qui arrive dans l'histoire de l'humanité, le progrès ne s'en va pas comme ça. S'il aide beaucoup de gens, il restera. Et l'IA aide énormément de gens et ça continue. Ça va rester et ça va monter en flèche. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu sois d'accord ou pas avec ça. Hein, encore une fois, il y a pas là tout ce que je viens d'expliquer, c'est pas une question d'être d'accord ou pas. Tu peux être en désaccord avec le fait que l'IA puisse créer des images, c'est pas un problème avec ça. Mais que tu sois en désaccord ou pas, ça ne changera pas. C'est là. Donc là maintenant, tu as deux solutions. J'en ai déjà un petit peu parlé la dernière fois dans la dernière vidéo sur l'IA. C'est où tu t'adaptes à ces outils, ou là, pour le coup, tu vas te faire foutre parce que si jamais tu ne t'adaptes pas à ces outils et que cet outil, à un moment donné, commence à venir grignoter tes parts de ton travail, de marché de ton boulot, là, tu vas te faire éclater. C'est pas le cas aujourd'hui, si tu es dans l'art 3D. Et par exemple, si tu étais photographe aujourd'hui, là, je commencerais vraiment à me poser des questions, à essayer de voir ce que je pourrais faire différent parce que je trouve que les photographes, souvent, il y a beaucoup de photographes qui sont en fait aussi des producteurs pour Shutterstock ou des banques d'images, en fait. Et là, on rentre pile dans le même besoin que réalise Midjourney, mais sauf que Midjourney le fait plus vite, moins cher, sans devoir sortir de chez toi, sur n'importe quel sujet, même des sujets qui n'existent pas sur Terre, que tu peux prendre en photo. Donc ça, c'est sûr que
Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut. C'est pas parce que pour l'instant il n'y a pas de risque, il faut se dire bon, on s'en fout. Non, elles sont là, elles sont à côté de toi, et il faut que tu suives ce qui se passe, il faut que tu comprennes aussi comment elles fonctionnent, c'est hyper important pour que tu puisses t'adapter au fur et à mesure de leur évolution et aussi t'en servir si tu en as besoin. Parce que un outil comme ça, en fait, ne pas s'en servir, c'est être débile. C'est être débile. Je veux dire, aujourd'hui, n'importe quel artiste devrait savoir utiliser au moins une de ces trois IA. Rien que pour créer des références, putain, mais c'est tellement pratique. Des références, créer des textures. C'est deux outils qui sont méga bien. Les textures, on a un peu encore limite, mais ça peut servir. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps d'un cours qu'on a fait dans les collages 3 et 2 où on a créé une scène entièrement et toutes les textures de la scène, plus la référence de la scène, sont faites avec Midjourney. Donc c'était juste le petit challenge de se dire est-ce qu'on peut créer illustrer une 3D, donc texturer une 3D entièrement avec de la texture créée par Midjourney. Et la réponse est oui. La réponse est oui, sans problème. Sans problème. Donc ça, c'est des outils que je pense qu'il faut savoir utiliser parce que c'est des outils qui sont là pour le coup assez révolutionnaires et qui vont te faciliter ton travail énormément. Donc déjà aujourd'hui, il faut garder du coup, on va dire, du coin de l'œil leur évolution et voir qu'est-ce qui sort au fur et à mesure et qu'est-ce que toi tu peux intégrer dans ton workflow pour pouvoir évidemment rester du coup un artiste qui soit à la pointe de la technologie et qui travaille le plus rapidement possible, qui fait les créations les plus belles possibles à des prix compétitifs. C'est la loi du marché. Si tu n'as pas ça, si par exemple tu as des prix qui sont extrêmement élevés et tu travailles avec des outils qui ont 10 ans, évidemment ça va mal se passer. Tu vois, il y a un moment, bon. Alors, les prix élevés, ça veut pas dire qu'il faut te mettre à 100 euros, hein, c'est pas du tout ça. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts ou autres, je te mets un petit lien ici si tu veux aller voir ce que je pense des prix, parce que la stratégie de baisser les prix n'est jamais une très bonne stratégie si tu es indépendant. Mais bon, ça, voilà, c'est juste, là c'était juste pour faire une grosse synthèse et illustrer le truc, mais c'est un peu plus compliqué que ça, faut pas juste se dire ah bah du coup je vais baisser mes prix. Non, parce que du coup, souvent quand tu baisses tes prix, tu envoies le signal aussi que ce que tu fais c'est de la merde. Donc il faut faire attention à ça, il y a un juste milieu à trouver, c'est pas si facile, mais peu importe. Donc voilà, ça c'était le deuxième point du coup. Enfin, le troisième point du coup, parce qu'il y a le premier point qu'on a réfuté, le truc débile, le deuxième point un peu sérieux, donc troisième point un peu sérieux aussi. C'est pas, elles sont là pour rester, il faut absolument que tu suives leur développement et que tu comprennes ce qui se passe. D'accord. Donc ça c'est super important. Quatrième point, et je pense que c'est le plus important, c'est qu'en fait, j'ai dit dans le deuxième point que dans les 3 prochaines années qui arrivent, l'IA ne va pas détruire le métier d'artiste 3D ou peu importe, il n'y a pas trop de risque avec ça. Mais en fait, il y a autre chose qui est en train de se passer, c'est que des IA en fait sont en train d'arriver sur le marché du travail et par contre, elles ont la capacité de disrupter d'autres métiers et beaucoup plus. Et notamment une IA assez intéressante, c'est une IA comme ChatGPT par exemple, qui est du coup une IA un petit peu comme Midjourney, sauf qu'elle génère du texte au lieu de générer une image. Ça a le potentiel de disrupter beaucoup de métiers. Et c'est déjà en train d'arriver en fait. On a déjà des sociétés, je crois qu'il y a Dropbox qui a licencié 2 ou 3 000 personnes, peut-être 500, je ne sais plus, mais allez voir. Regardez Dropbox licenciement massif. Et il y en a eu d'autres qui commencent déjà à licencier beaucoup de personnes pour les remplacer par des outils d'IA. Ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que par contre, du coup, le marché du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans les années à venir, va drastiquement évoluer. Alors, je pense pas dans les 2-3 ans, ça me paraît très court, mais dans la décennie qui arrive, le marché du travail qu'on connaît, la manière dont on va travailler, va évoluer, mais ça va être exponentiel à quel point ça va évoluer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer exactement, mais par contre, je sais qu'il va y avoir une manière de travailler qui va absolument être chamboulée. Je prends des exemples comme des métiers de juriste, avocat, juge, comptable, expert comptable, tout ce qui va être journalisme, etc. Tout ça, ça va être très intéressant de voir comment ça va évoluer parce qu'en fait, c'est des métiers qui sont très facilement. C'est des métiers que ChatGPT, je trouve, gère très bien. Genre, tu peux balancer un bilan de ta boîte à ChatGPT et il te fait une analyse détaillée du truc, quoi. C'est assez intéressant. C'est pas parfait, il te sort encore quelques bullshit, donc il faut voir si ça s'améliorer. Mais si tu prends cet outil-là et tu l'améliores de 100, 200, 300%, on commence à être largement au-dessus des boîtes en fait qui font ça aujourd'hui. Parce qu'il faut ça, faire un bilan d'un bilan financier d'une boîte comme Carrefour, par exemple, c'est très compliqué. Et l'erreur va très vite, tu vois. C'est notamment ce que font les boîtes d'audit de conseil, tu vois, ou genre de truc. Et bah pareil, tu vois, les boîtes d'audit, si ChatGPT fait leur boulot en 2-3 temps, 3 mouvements, je sais pas comment ça se dit, mais peu importe, 2 temps, 3 mouvements, voilà. Évidemment, il va se passer des trucs assez bizarres. Et il y a beaucoup de métiers qui vont pouvoir être automatisés de manière
assez fondamental, assez drastique dans les 10 prochaines années. Alors, est-ce que ça va être fait? Je ne sais pas, parce qu'évidemment, hein, si tu automatises la moitié des métiers, tu te retrouves avec évidemment la moitié des gens au chômage, donc ça pose un problème pour après tout, parce que bon, bah, si les gens au chômage ils gagnent plus d'argent, ils peuvent plus acheter de trucs, s'ils peuvent plus acheter de trucs, les boîtes elles peuvent plus gagner d'argent, et du coup elles peuvent plus produire, et si elles peuvent produire, bah, ils passent ce qu'on appelle une crise financière, et du coup, enfin, c'est le bordel. En vrai, c'est assez bizarre du coup, et c'est pour ça aussi je pense que ça va prendre son temps, parce que si jamais ça devait arriver d'un coup, ça foutrait tout le monde dans la merde, salarié comme employeur. Donc, dans tous les cas, je pense que personne va essayer d'aller mettre ça en place le plus vite possible. Parce que s'ils font ça, du coup, ça va foutre tout le monde dans la merde et ce serait pas, en fait, même de manière égoïste, individualiste, ce serait pas une bonne stratégie. Et dans tous les cas, je pense que comme ça va faire très peur, de toute façon, il va y avoir des réglementations pour. Ça ne m'étonnerait pas que d'ici 2 à 3 ans, tu puisses plus virer des gens, comme tu dis déjà en France, c'est compliqué de virer quelqu'un, mais ça ne m'étonnerait pas que d'ici 2 à 3 ans, tu puisses plus, par exemple, virer quelqu'un pour la remplacer par une IA, par exemple. Ça ne m'étonnerait pas que ce genre de truc arrive pour limiter, du coup, cette transition. Je, je spécule, évidemment. Dans tous les cas, c'est pour ça que du coup, je suis pas trop intéressé par nos métiers parce qu'en fait, il y a plein d'autres métiers qui sont vachement plus sur la sellette que le métier d'artiste 3D, finalement. Clairement, clairement. Parce que, et ces métiers-là, en fait, quand ces métiers-là on va dire, vaciller, en fait, le dernier de nos problèmes, ça va être est-ce qu'on a notre métier? Parce qu'en fait, ça va tellement faire évoluer la société dans laquelle on vit, on connaît aujourd'hui, que en fait, ça aura peut-être même plus de sens de parler de ouais, moi je travaille en tant qu'artiste 3D, tu vois. Ah oui, parce que si demain, tu as 70% des métiers qui sont automatisés par une IA, alors je dis demain, on est plutôt dans 10-15 ans là, bah du coup, si 70% des gens ne travaillent plus, ça veut dire quoi travailler, tu vois? Est-ce qu'on a encore un métier, tu vois? Ou est-ce que tu fais de la 3D finalement juste pour le hobby, pour un petit revenu en plus? C'est bizarre. C'est bizarre et ça va enfin, il va se passer un truc un peu particulier comme ça. Dans le sens où, à chaque fois, le contre-argument à ça, c'est oui, mais à chaque fois qu'il y a eu une grosse innovation dans les secteurs précédents, l'automobile, l'électricité, etc., ça a supprimé les emplois, mais ça en a aussi créé plus. Et du coup, ça n'a pas posé de problème à l'économie. C'est vrai. Mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, l'IA, ce n'est pas une innovation qui va créer plus d'emplois. Bien au contraire. La vraie différence avec les autres innovations qu'il y a eu, c'est que l'IA ne va pas créer plus d'emplois. Elle va créer un petit peu d'emplois quand même. Il va y avoir, genre, si tu es chercheur en IA en ce moment, c'est un peu la fête, tu vois. Mais c'est tout. Et l'autre problème aussi, c'est que les métiers que l'IA crée demandent des compétences infiniment plus importantes et un intellectuel infiniment plus important que les métiers qu'elle va remplacer. C'est-à-dire que, par exemple, et désolé pour les comptables qui m'écoutent, mais c'est infiniment plus facile, intellectuellement parlant, de devenir comptable que de devenir chercheur en IA. C'est deux métiers, mais le niveau intellectuel est même pas comparable, tellement c'est différent. Je dis pas que les comptables sont cons, les comptables sont très intelligents, mais par contre, la quantité d'intelligence qu'il faut pour être chercheur en IA, elle est juste abusée. C'est ça plutôt que je veux dire. C'est vraiment, c'est un secteur de recherche qui est vraiment très compliqué, quoi. C'est réservé je vais pas dire à l'élite intellectuelle, mais il faut vraiment pas être con, quoi. C'est vraiment très compliqué. C'est des gens, tu vois, c'est le type de jeu que tu connais quand tu étais au lycée. Tu vois, c'est le genre de mec qui fait maths sup, qui part qui vient faire une prépa 3 ans maths, tu vois, ou 2 ans maths à t'éclater la gueule, tu vois, et puis après il part et il va te faire un doctorat, tu vois. C'est le type de gens-là qui part en recherche en IA, tu vois. Pas tous comme ça, mais voilà, tu te rends bien compte que du coup, ce type de personnes-là, ce n'est pas la majorité de la population, tu vois. C'est vraiment des exceptions, des gens qui arrivent à avoir un tel niveau. Et bah du coup, est-ce que ça veut dire que tous les ans doivent avoir ce niveau-là? Pas forcément, parce que tu peux avoir des gens qui soient juste maintenant de serveurs d'IA, etc. Du coup, tu vas avoir autant de compétences techniques, mais dans tous les cas, ça réduit drastiquement la capacité en fait à pouvoir embaucher des gens, parce qu'en fait, du coup, le marché de l'intelligence, le marché des intellectuels, il n'est pas infini, tu vois. Il y a plus de gens très bons, tu vois. Donc, comment tu fais? Et le truc, c'est que par contre, l'IA va remplacer des métiers qui sont beaucoup, beaucoup moins intellectuels. Et du coup, ça va remplacer des métiers de masse. Du coup, ça va mettre énormément de gens du coup sans métier. Alors, je ne sais même pas si on pourra encore dire au chômage dans l'avenir, parce que ça n'a pas trop de sens du coup au final. Et bah, évidemment, du coup, le regard de la société par rapport au travail va forcément évoluer, parce qu'il y a un moment, je veux dire, tu peux avoir 10, 20, 30% de chômage peut-être, et après, à un moment, ça va devenir assez plus tenable, quoi. Encore une fois, hein, si tu as trop de chômage, les gens ne travaillent plus. Du coup, ils n'ont plus d'argent. Sans plus d'argent, ils ne peuvent plus acheter de trucs. S'ils ne peuvent plus acheter de trucs, les boîtes ne font plus d'argent. Si les boîtes ne font plus d'argent, elles ne peuvent plus payer les employés qui restent bosser. Et en fait, du coup, c'est ce qu'on appelle une crise financière. Et c'est la merde. Le pire du pire de la crise financière, c'est qu'en fait, plus personne ne fait confiance et plus personne n'échange rien. Parce qu'en fait, l'économie, elle sert à ça. Elle sert à échanger des biens et des services. Et du coup, tout le monde crève de faim. J'exagère, évidemment. Mais je pense que c'est pour vraiment que tu illustres et que tu comprennes l'idée.
C'est aussi pour ça qu'il faut bien comprendre que il y a vraiment un cycle à ça, tu vois. Si toutes les sociétés se disent ok, on licencie tout le monde, ce serait vraiment stratégiquement une énorme connerie. Parce que si tout le monde est au chômage, bah pour eux, ça veut dire qu'il n'y aura plus personne qui pourra payer leur service. Donc évidemment, c'est vraiment stratégiquement parlant la meilleure idée pour pas faire de profit. Donc l'idée, c'est que, en fait, c'est ça qui est en particulier, c'est que si tu es la seule boîte qui licencie tout le monde, et que toutes les autres boîtes ne licencient pas, alors t'es banco, puisque du coup, t'as plus aucun coût, mais les gens que t'as licenciés, évidemment, ne sont pas du tout une part importante de la population, donc c'est pas grave. Les gens peuvent toujours acheter des biens et des services. Toi, les coûts de ton staff, de tes employés, a été divisé par, je sais pas moi, 100. Du coup, là, ton profit, il fait skyrocket et c'est la fête. Par contre, c'est ça qui est un peu marrant, parce que si tu le fais tout seul, c'est bon. Mais si tout le monde le fait en même temps, alors là, c'est la catastrophe, parce que du coup, l'effet bénéfique d'être tout seul eh ben, vient être contrecarré par le fait que bah, si la majorité des gens sont au chômage, c'est la catastrophe, parce que du coup, plus personne ne peut payer, et du coup, là, ton chiffre d'affaires, il passe skyrocket, il fait to the ground. Donc, c'est un peu particulier, et je pense que du coup, c'est pour ça que ça va être... ça va se faire en fait en douceur, parce que je pense que la transition va avoir lieu. Hein. Je pense que vraiment, à terme, beaucoup de gens vont être licenciés à cause de l'IA. Mais ça va se faire de manière beaucoup plus douce que ce qu'on pense, parce qu'en fait, je pense pas qu'il va y avoir un pic d'un coup. Par contre, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un pic de panique dans la population. Et ça je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et tu vois qu'on se rend compte que du coup, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus importants que nous. Est-ce qu'on aura de stratégie? Parce qu'encore une fois, dans 10 ans, c'est pas si long que ça, tu vois. Mais je sais même pas si ça a encore du sens d'utiliser le terme métier, tu vois. Je spécule, encore une fois. Mais par exemple, pour revenir au problème de la panique de la population, c'est intéressant. On se rend compte que souvent, la population, elle fait rien, elle s'en fout. Il y a un point de bascule où, putain, c'est la panique catastrophique. C'est ce qui se passait dans la crise des subprimes en 2008. C'est ce qui s'est aussi passé dans la crise des années 2000 avec la crise des dot-com. C'est en fait, ça monte, ça spécule, c'est la fête et tout. Et à un moment, il y a un point de panique, on va, oh putain, en fait, on s'est complètement planté, et tout se barre en couille, et crise financière. Et en fait, ça pour le coup, par contre, je pense que ça va arriver. Je pense qu'à un moment, il va y avoir les gens. Parce que là, nous, on parle de d'IA en mode. On a l'impression que c'est partout. En fait, fais le test. Hein. Va voir ta famille dans un repas de famille. Pose-leur la question est-ce qu'ils connaissent un peu l'IA? Ils vont dire ouais, j'ai entendu vaguement parler sur BFM, tu vois, mais bon, on s'en branle, non? Les gens se rendent pas du tout compte de ce que c'est, tu vois. Et de l'impact que ça pourrait avoir. Mais du coup, pour l'instant, tout le monde s'en fout. Donc, l'IA monte, machin, elle fait son truc. Quelques boîtes commencent à y sortir des gens, etc. Et à un moment, je pense qu'il va se passer un ou deux événements assez, on va dire, assez impressionnants. Genre, par exemple, je sais pas, ça pourrait être genre Google licencie 100 000 personnes, tu vois. Je sais pas s'ils emploient 100 000 personnes, mais peu importe. Je pense que ça me paraît énorme, 100 000 personnes. Et 10 000 personnes pour être remplacées par une IA. Et t'as ça, et à côté de ça, t'as Microsoft qui fait pareil pour 20 000 personnes, et une autre boîte comme Netflix, tu vois. Et les gens pourraient faire, ouf, putain, il se passe un truc bizarre là. Ou alors, ça pourrait être simplement aussi le fait que des gens commencent à connaître des gens à côté d'eux qui se sont fait licencier, tu vois, dans leur entourage plus ou moins proche. Et du coup, il pourrait y avoir une panique qui se crée. Et ça, j'avoue que ça va être assez intéressant. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être intéressant de voir un peu comment les gens vont réagir à ça. Je pense qu'il va y avoir énormément de protestations contre l'IA à ce moment-là, ça c'est sûr. Un petit peu comme ce qui se passe avec les artistes, parce que les artistes, eux, c'est la peur tout de suite qu'ils ont eue, c'est ce que mon boulot va disparaître. Du coup, il n'y a pas de raison que les autres secteurs d'activité n'aient pas cette même peur. Hein. Donc à voir. Je pense aussi que ça va aussi mener à beaucoup de réglementations pour limiter les licenciements. Donc je pense que encore une fois, au final, ça va quand même lisser la courbe. Il va pas y avoir cet effet de boule de neige de la catastrophe. Par contre, c'est vrai que l'effet de panique de la population pourrait avoir des conséquences assez, je vais dire, inhabituelles. On va voir. Je suis pas expert en géopolitique hein, pour le coup. Je sais même pas si d'ailleurs je sais même pas si la panique des populations internes dans un pays, ça relève de la géopolitique ou d'un autre truc. Mais peu importe. Dans tous les cas, ce qu'il faut se poser comme question, c'est toi, du coup, de base, est-ce que mon métier d'artiste 3D va encore être là dans 3 ans? En fait, tu te rends compte que ça n'a pas trop d'intérêt, en sachant que finalement, dans 7-8 ans, 10 ans, 15 ans, en fait, beaucoup de choses vont drastiquement changer avec cette technologie. Donc oui, il sera encore là, je pense, d'ici 5-6 ans, je pense que c'est des métiers qui sont relativement un peu à risque pour l'instant. Mais bon... voire plus loin que 5 ans, déjà c'est très compliqué quand même. Hein. Déjà c'est pour ça que ça me fait marrer d'ailleurs que les grandes écoles, tu vois, elles sont en 5 ans, tu vois. Alors, je comprends même pas comment tu peux former un élève en 5 ans. T'as vu comment le monde change en 5 ans? C'est juste pas possible. Le mec il va rentrer dans un monde au début de l'école et à la fin, le monde aura totalement drastiquement changé. Sachant que les programmes évoluent pas hein, dans les 5 ans, évidemment, peu importe. Donc ça c'était un petit tacle gratuit. Dans tous les cas, du coup, voilà, ça c'est vraiment aussi important, c'est que du coup finalement cette question, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas tant d'importance que ça.
Parce qu'en fait, au final, la vérité, c'est que peu importe ce qui se passe, tu vas devoir t'adapter, en fait. Tu vas devoir t'adapter. Et bah, voilà, si le métier, si au contraire, tout ce que je dis se passe pas et que les métiers restent les mêmes, bah, tu t'adapteras, et tant mieux. Si au contraire, il y a des gros bouleversements dans la manière dont on travaille et dans la manière dont on conçoit le travail, et bah, tu t'adapteras aussi. Au final, on s'en fout. La vérité, c'est que tu peux pas en fait prendre des décisions sur ce qui va ou pas se passer, parce qu'en fait, t'en sais rien. On n'est pas devant. La vérité, c'est que tu vas t'adapter. Donc, tu peux pas prendre une décision sur est-ce que je vais me former en 3D parce que l'IA elle peut prendre mon taf et tout. Parce qu'au final, t'en as aucune foutre idée. Tu peux essayer de te renseigner, par exemple, avec ces de Dido sur comprendre comment ça fonctionne, les risques qu'il peut y avoir, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, je me lancerai moins en tant que photographe, tu vois, qu'en tant que vidéaste, par exemple. Je me lancerai moins en tant que, je pense que l'artiste 3D bien technique, c'est un peu plus sécure pour l'instant que, par exemple, j'en sais rien, animateur, tu vois. Animateur pour moi, notamment avec des softs qui arrivent comme Cascadeur 3D, qui me paraissent être des softs qui utilisent l'IA de manière très intelligente dans le système pour animation et qui pourraient mettre beaucoup d'animateurs sur le carreau, en tout cas les moins bons, ou ceux qui n'arrivent pas à s'adapter à l'outil par exemple. Hein. Mais dans tous les cas, c'est des choses que je vois à 2, 3, 6 mois, 1 an max, tu vois. 3, 4 ans, 5 ans, c'est pas possible alors en fait, ça va tellement vite. Et ça, c'est pour ça que du coup, bon, de toute façon, tu pourras prendre cette décision par rapport à ce critère-là, c'est pas possible, parce que tu n'es pas devant et les choses évoluent trop vite pour que tu puisses comprendre à ton échelle et surtout de manière précise si ce que tu fais va être impacté par ça ou pas. Donc voilà, première chose, c'est très difficile de prendre une décision là-dessus. Mon conseil, c'est simplement du coup de dire ok, je kiffe, ça me paraît super cool et bah, je vais apprendre ça et puis on verra bien ce qui se passe. De toute façon, tu vas t'adapter, t'es pas débile. Et encore une fois, quand tu as une compétence qui a de la valeur, alors qu'est-ce que c'est une compétence qui a de la valeur? C'est une compétence qui est demandée par d'autres gens. Tu peux toujours trouver une manière de la valoriser, de te faire payer pour. La question, c'est que du coup, il faut vraiment se poser la question qu'est-ce que c'est une compétence qui a de la valeur, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, je pense que être purement artiste 3D tout seul, tu vois, juste être un technicien du logiciel, ça n'a pas beaucoup de valeur, puisqu'au final, c'est quelque chose que beaucoup de gens savent faire et qui te différencie pas beaucoup de tes concurrents, entre guillemets. Par contre, être technicien et ça va créer une image, mais aussi comprendre comment la mettre en scène et la mettre au service d'un produit, ça a de la valeur. Parce que c'est un truc qui est recherché énormément, il y a beaucoup moins de gens qui savent bien le faire, et en plus de ça, c'est quelque chose qui est demandé en fait depuis la nuit des temps par la société. Alors que les images créées en 3D, ça existe depuis quoi 30-40 ans. 30, ouais, 40 ans encore, je suis très gentil. 40 ans, c'est le tout début. On est plutôt sur un même 25. Mais peu importe. Donc, dans tous les cas, ça c'est mon troisième point du coup, les IA sont là, elles vont rester. Mon quatrième point, c'est qu'elles vont avoir un impact potentiellement assez drastique sur la manière dont les gens travaillent autour de nous. Et je pense qu'on ne sera pas le premier secteur impacté. Je pense qu'il y aura des secteurs bien plus vite impactés que nous. Et c'est pour ça que du coup, je suis moins inquiet en fait, parce que je suis assez curieux de voir comment ces secteurs-là vont réagir avant nous. Et puis après, on verra. On s'adaptera. Je refais certainement une petite vidéo à ce moment-là. On verra dans 1 an, 2 ans. Et dans tous les cas, je suis pas inquiet dans le sens où, bah, en fait, elles sont là. Voilà, il va falloir faire avec. Donc, ça sert à rien de se morfondre. Il faut essayer de comprendre au mieux cette technologie, comprendre ses tenants, ses aboutissants, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle peut pas faire, ce qu'elle pourra potentiellement faire dans le futur, se tenir au courant, voir et observer ce qui va se passer sur les autres industries qui sont aujourd'hui plus à risque que nous, à risque entre guillemets, hein, parce que automatiser sa compta, au final, c'est pas un risque, hein, c'est plutôt cool hein, comme système, mais peu importe. Voir un petit peu ce que ça donne, ce qui se passe, et voir du coup après toi comment tu vas pouvoir gérer le virage quand ça arrivera sur l'industrie, parce que attention, je dis pas que ça va pas arriver sur la 3D, hein. Je pense que d'ici 7, 8, 9 ans, 10 ans, l'IA va niquer la 3D, il n'y aura plus de 3D, hein. Enfin il n'y aura plus de 3D en tout cas tel qu'on la connaît aujourd'hui, mais voilà, quatrième point important. Et ça je pense que c'est vraiment le point fondamental. Le point fondamental à retenir, c'est ce quatrième point-là que je viens d'expliquer. Tu ne peux pas prédire l'avenir, ça va extrêmement vite, tu ne sais pas ce qui va exactement se passer, et le seul choix que tu peux faire, c'est faire leap of faith, comme on dit, c'est en gros espérer que ça va bien se passer et que de toute façon tu vas t'adapter en fait aux différents mouvements et c'est tout. Et du coup par contre moi ce que je dirais vraiment c'est de rester adaptable, c'est-à-dire que tu dois pouvoir t'adapter aux changements technologiques assez rapidement, surtout quand tu te formes. Sinon tu vas arriver sur le marché ou en retard parce que tu t'es formé sur des technologies qui étaient complètement à l'ouest, ou alors tu t'es pas formé du tout parce que tu n'arrivais pas à tenir le coup. Donc vraiment, il faut savoir s'adapter, il faut s'entraîner à s'adapter à ce genre de truc. Alors, en conclusion de cette vidéo sur une IA un petit peu complète, on va faire un petit point sur ce qu'on a vu et surtout sur ce que toi, tu peux faire.
sur ce que tu dois faire pour éviter d'avoir, on va dire, des soucis avec cette technologie, si je puis dire. Premier point à comprendre, du coup, je vais me répéter infiniment. Ton art, l'art que tu vas créer en 3D ou peu importe la technologie que tu utilises, ne sera jamais considéré, ou tu as très très peu de chances que ce soit le cas, considéré, valorisé comme une œuvre d'art en tant que telle. C'est-à-dire, l'art que tu fais, toute seule, souvent, elle n'a pas de valeur. Elle commence à avoir de la valeur. Ton service en tant qu'artiste commence à avoir de la valeur si et seulement si tu réalises des images qui sont au service d'un autre but. Alors souvent, c'est quoi? C'est la vente d'un produit ou d'un service. Exemple, je répète, une vidéo ou une image pour un site internet qui vend des chaussures, qui vend n'importe quoi, peu importe ce que ça vend. C'est ça la réelle valeur aujourd'hui de la création audiovisuelle. Deuxième chose, les IA aujourd'hui, leur marché n'est pas d'attaquer les artistes 3D comme toi et moi. C'est-à-dire que ce que j'appelle les artistes qui mettent en scène des histoires. Leur marché aujourd'hui, en tout cas la direction que ça prend, c'est plutôt d'aller attaquer le marché du stock d'images, du shutterstock, du stock footage, stock image, stock de vidéo. Donc pareil, c'est pour ça que je suis peu inquiété dans le sens où en fait, elles ne règlent pas le problème que nous on règle. Donc c'est plutôt bon signe, dans le sens où au contraire, elles vont régler un problème en plus que nous on a, c'est qu'on galère à avoir du stock footage quand on fait des projets, donc on va pouvoir aller les prendre et les générer avec eux. Au contraire, je pense que du coup ça va être assez bénéfique pour nous ça. En tout cas sur le court à moyen terme, c'est-à-dire 1 à 2 ans. Troisième point, c'est qu'il faut bien comprendre que les IA, elles sont là pour rester. Donc que tu les aimes ou que tu les aimes pas, elles sont là. Maintenant, ton choix, ça va être de dire, est-ce que je les utilise au mieux possible et je m'adapte en fonction de leurs différentes évolutions pour pouvoir créer des choses les plus intéressantes possibles. Ou alors, au contraire, je dis non, moi j'aime pas et je mets des œillères, je fais l'autruche, ça n'existe pas, blablabla, et tant pis pour toi. Ça, c'est vraiment hyper important. Quatrième point, et je pense que c'est le plus important de tous, les IA telles qu'elles sont aujourd'hui, notamment des IA comme ChatGPT et les IA qui sont génératives de texte, vont remplacer des métiers, des métiers importants dans notre industrie, beaucoup plus rapidement que nous. Notamment parce que les IA génératives de texte, déjà je trouve qu'elles sont beaucoup bien meilleures que les IA de génératives d'images dans le sens où elles peuvent répondre à beaucoup plus de problèmes spécifiques. On va dire un nombre de problèmes qui est qui est vraiment tentaculaire par rapport juste au problème de créer une image, tu vois. Et ensuite, parce que énormément de métiers aujourd'hui sont valorisés sur le fait de produire du texte. Rédacteur journalistique, tu crées du texte. Comptable, tu crées du texte. Prof, tu crées du texte. Ça va être pédagogie derrière, etc. Mais voilà. Prof, on va dire que ça va mettre entre parenthèses pour le coup. Voilà. Énormément de métiers aujourd'hui sont basés sur le fait de produire du texte. Tu édites une facture, tu crées du texte, tu vois, tu peux faire de la vérification de données, de l'inventaire dans des grandes surfaces, c'est du texte. Tu vois, tout est basé sur du texte. Et ça, c'est des choses que ChatGPT aujourd'hui, c'est pas. La question, c'est pas est-ce qu'elle va savoir déjà le faire, c'est qu'il sait déjà le faire. Développeur, on est encore loin pareil de remplacer le développeur, mais même chose, tu vois, le développement d'outils, etc., va devenir de plus en plus simple grâce à ChatGPT. Et les équivalents, évidemment. Donc la question qu'il faut se poser ici, c'est, en fait, est-ce que l'impact drastique sur ces différents métiers-là, qui est quand même une énorme partie du marché aujourd'hui des métiers qui existent autour de toi et moi, va pas en fait avoir un impact bien plus important que en fait la question que je me pose, est-ce que mon métier sera dans 3 à 5 ans? Bah si en fait, c'est clair et net que le changement drastique sur ces métiers-là va avoir des conséquences qui vont être massives sur la manière dont les gens vont voir et pratiquer ce qu'on appelle le travail aujourd'hui. Et évidemment, ça va avoir un impact sur toi, ton travail en tant qu'artiste 3D. Et je pense que ça va avoir un impact bien plus important qu'en fait, est-ce que l'IA va remplacer ton boulot avant en fait. Tu vois, je pense que ce moment-là, il va arriver avant. Du coup, je pense que la question, te poser la question, est-ce que l'IA va remplacer mon boulot? Au final, c'est un peu la mauvaise question. La vraie question qu'il faudrait se poser, c'est du coup, comment je peux au mieux me préparer à ce shift qui va arriver, potentiellement, je ne suis pas dedans, mais en tout cas, ça a l'air d'arriver, dans la société où on a un système qui en fait va créer de moins en moins de gens qui travaillent en fait. Évidemment, ça va impacter beaucoup de choses. Ça, c'est la première chose. Et le dernier point que je voulais dire, du coup, pour terminer cette conclusion, c'est sur la manière de te former. C'est très important de comprendre que si tu fais des formations qui sont trop longues, ça n'a absolument aucun sens aujourd'hui. C'est vraiment super important de le comprendre et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, les grandes écoles qui font des études en master en 5 ans là, en infographie 3D, c'est absolument, totalement
à côté de la plaque. À côté de la plaque. Parce que l'évolution technologique qu'il y a entre quand l'élève rentre dans l'école et quand l'élève sort, elle est massive aujourd'hui. Elle est massive. Et pourtant, moi j'enseigne en études supérieures, donc j'ai l'école H3E2, dont je suis directeur, qui est une école en ligne, mais je suis aussi enseignant dans d'autres écoles en supérieur. Et quand je demande aux élèves s'ils connaissent ChatGPT au mid-journée, c'est limite si on ne me répond pas non. Donc c'est très 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 particulier. Et je pense que c'est un des plus gros risques d'aller se former dans un établissement qui fait des si longues études, c'est que sur les 5 ans, le programme est préfet, il évolue très très peu, et quand il évolue, c'est de niveau par niveau, c'est-à-dire que tu vas avoir, on va faire évoluer le niveau après toi, tu vois, pour tester les choses. Et du coup, toi, tu vas rester dans ce que tu pourrais appeler dans la même pédagogie jusqu'à la fin, tu vois. Le même système pédagogique, les mêmes cours, etc. Et on va évoluer le programme sur les gens qui arriveront après toi, tu vois, d'année en année, mais du coup, toi, dans ta tranche d'année, du coup, tu as tout le temps le même programme, tu vois, peu importe où tu es, en fait. Et évidemment, c'est un problème parce que du coup, c'est-à-dire que toi, ton programme, en fait, il est jamais mis à jour, du coup. Il est mis à jour seulement quand tu rentres. Et sauf qu'en 5 ans, il s'en passe des trucs. En 5 ans, il se passe des trucs de fou furieux. Et ça, pour moi, c'est un problème, c'est que je pense que les écoles classiques, en tout cas, si elles n'adaptent pas leur manière de former les élèves, comme elles ont voulu se caler sur le côté il faut absolument qu'on ait des études longues pour avoir les diplômes, master et tout, c'est même pas des diplômes, hein, c'est des RNCP, hein, c'est pas des diplômes, c'est pas la même chose, mais peu importe. Ils ont voulu se caler pour ça, pour avoir le petit côté gentil de tout de l'État. Et bien évidemment, c'est problématique parce que du coup, à côté de ça, ils sont sur des secteurs d'études qui sont très longs, avec un secteur d'activité à côté qui évolue, même pas très vite, mais genre à une vitesse démentielle. Et bah du coup, ça crée chaque année des élèves qui sont un peu plus en retard par rapport à ceux d'avant. Et évidemment, du coup, sur l'industrie, ça va poser problème. Hein. Si tes élèves, ils arrivent sur l'industrie, t'es censé être tout feu tout flamme. Tu arrives sur l'industrie, t'es censé connaître toutes les dernières technologies, t'es hyper curieux et tout. Si tu arrives sur l'industrie et que t'as déjà 5 ans de retard, ça va être problématique. Tu t'en rends compte. Donc je dirais attention à ça. Attention à ça, c'est vraiment une dynamique que je vois de plus en plus souvent. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui, dans les grandes écoles, tu vois, quand je vais sur n'importe quel site de grandes écoles, il n'y a jamais mentionné l'IA nulle part. Je comprends pas ça. C'est pas normal en fait. Ça va être un outil qui est déjà utilisé et qui va être utilisé plus tard. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas dans l'éducation au niveau du coup des grandes écoles d'infographie 3D? Je ne comprends pas. C'est pas normal qu'on n'en parle pas. C'est les outils de demain. Ils sont là pour rester. J'ai dit, c'est pas normal qu'on n'en parle pas. C'est pour ça que nous dans l'école H3D2, si tu rentres dans l'école, tu as accès à 1000 journées gratuitement. On t'offre une licence 1000 journées et tu peux t'amuser et comprendre avec. Et tu as des cours sur 1000 journées et comment tu peux utiliser cet outil dans un workflow 3D classique. Donc c'est important, je pense, de vraiment bien avoir ça en tête. Et au final, aujourd'hui, j'aurais tendance à te dire que si tu veux te former dans ce domaine-là, ce qui est très bien, parce que je pense que ça, tu peux toujours vouloir, hein, comme j'ai expliqué, hein, de toute façon, ta seule solution, c'est de prendre le leap of faith, tu kiffes, vas-y, tu t'adapteras, tu verras bien, de toute façon, tu peux faire que ça. L'autre solution, c'est quoi? C'est rester misérable et dire j'apprends plus rien et je deviens une merde, je vois pas trop d'intérêt. Donc, c'est la seule solution que tu as, mais par contre, il faut absolument que sur ton processus d'apprentissage, que tu restes le plus proche possible de la technologie qui évolue. Pour moi, le gros danger aujourd'hui, il est là, c'est d'apprendre des choses qui sont complètement arriérées, en fait, dans 2 ans, parce que du coup, tu vas sur des organismes qui forment, qui sont déjà en retard par rapport à la technologie, et qui sont en fait intrinsèquement beaucoup plus lents dans leur administratif, en fait, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est même pas que je peux leur en vouloir, mais c'est que du coup, les structures comme des écoles classiques, c'est des structures qui sont tellement lourdes, tellement grandes, avec tellement de personnes, que mettre à jour toute une pédagogie, tous des cours par rapport à une technologie, c'est très long. Et le truc, c'est que le temps juste de eux mettre à jour ça, en fait, la technologie a déjà changé, tu vois. Et ça, pour moi, c'est le gros risque qui va arriver, c'est qu'en fait, dans la formation, on va avoir des gens qui vont aller sur le marché, qui vont être de plus en plus en retard par rapport à ça. Donc bon, ça, c'est, je dirais juste attention à ça. Déjà, si tu as envie d'aller dans n'importe quel type de formation et que la formation ne parle pas d'IA, au moins un minimum, tu vois. Ou alors que tu peux même pas poser la question par rapport à ça, ou si on te dit l'IA c'est un outil pour faire joujou mais ça n'a aucun intérêt, j'aurais des gros doutes honnêtement, mais peu importe. Donc voilà, ça c'est vraiment ma conclusion là-dessus. Qu'est-ce que tu peux faire toi maintenant de manière active? De toute façon, les choses restent les mêmes, c'est à dire que
dans tous les cas, si tu veux utiliser ces outils-là, il faut déjà d'abord comprendre les bases de l'audiovisuel, les bases de la création d'images. Tu vois, que tu veux utiliser les outils d'IA ou pas, et si tu veux faire ces métiers-là plus tard, si tu veux pouvoir rentrer sur ce marché-là plus tard, il faut que tu comprennes les bases des outils, même pas les bases d'outils, la théorie de l'image, la théorie de la création audiovisuelle, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est l'outil 3D, les autres outils, voilà, ça c'est important. Et déjà, du coup, il faut déjà que tu aies ces bases-là. Ce que je te propose pour les avoir, c'est que j'ai fait une petite formation de 6 jours, c'est gratuit et tu peux simplement en 6 jours créer ta première image. L'idée de cette première image, c'est de comprendre du coup les bases d'une création d'image, les bases de l'éclairage, de comment ça fonctionne, etc. Et en plus, on fait ça du coup en 3D sur Blender, donc ça te permet d'avoir quelques petits débuts de notions sur l'utilisation d'un soft 3D. Une fois que tu as ça, c'est là que tu vas pouvoir commencer à te dire ah ouais c'est cool, j'ai aimé, j'ai pas aimé, c'était sympa, j'ai envie d'aller plus loin. Et c'est là que tu vas pouvoir commencer à te dire ok il faut que je m'intéresse à l'IA, à ça, j'ai envie de faire ça plus tard, il faut que je comprenne un petit peu le pourquoi du comment. Avant ça, pour moi, ça n'a même pas d'intérêt parce que sans base fondamentale, en fait, te faire avoir peur de l'IA, ça ne sert à rien parce qu'en fait, tu ne comprends même pas de quoi tu parles. Il faut absolument, évidemment, d'abord comprendre ce que c'est le métier de, je vais utiliser ce terme-là, de metteur en scène d'image, de metteur en scène d'histoire. Qu'est-ce que c'est, tu vois? Comment tu cadres un plan, comment tu éclaires, pourquoi tu éclaires comme ça, quelle technologie on utilise, pourquoi l'éclairage 2D c'est pas la même chose que l'éclairage 3D, pourquoi certains éclairages vont être propres et bon on va y croire, pourquoi d'autres ça va faire dégueulasse, tu vois, tout ça. C'est super important d'y comprendre parce que c'est ça qui va te permettre de juger du coup derrière les technologies comme Midjourney, etc. sur leur qualité de production, sur comment tu peux les utiliser et comment tu vas pouvoir les mettre dans ton workflow. Mais il faut déjà un workflow, tu vois, tu peux pas utiliser juste l'IA tout seul. Aujourd'hui, c'est pas possible. Même je mais je pense que dans 5 ans, ce sera toujours pas possible parce que les IA, elles te pondent des trucs, mais si tu ne comprends pas pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire avec? Genre comment tu tries, comment tu choisis, comment tu remets en scène, comment tu remets en place, comment tu les utilises. Tu peux pas. Donc c'est super important. Donc cette petite formation, je te la mets juste là. Voilà. Tu cliques ici. 6 jours pour créer ta première image en 3D. J'espère que ça va te plaire et j'espère que ça va te permettre de mettre aussi un pied à l'étrier et d'y aller et d'avoir un peu moins peur de toute technologie. La seule solution, comme je dis expliqué, c'est de y aller. Hein. On y va, on apprend, on se forme et on s'adapte. C'est la seule solution que tu as et de toute façon, c'est la meilleure parce que l'autre, c'est de rien faire et de regarder le train passer comme ça, de faire je comprends pas. Voilà. Donc voilà, rester aux aguets et se former, c'est la base quoi. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris des choses et je te dis à très bientôt.